Alors, on va maintenant aborder le dernier point de ces figures imposées qui va être l'estimation d'une intégrale à partir d'une méthode géométrique et d'une simple sommation. Alors, on a vu en physique, de temps en temps, on a besoin d'intégrales qui n'est pas forcément facile de calculer. Alors, si vous avez un mathématicien sous la main, vous pouvez toujours lui demander de calculer ça. Si vous avez un dictionnaire d'intégrales et qu'il y en a d'autres mathématiciens qui sont déjà fatigués là-dessus, vous pouvez toujours lui demander de le calculer. Mais il y en a certaines qui sont pas accessibles directement, ou du moins pas par des méthodes faciles ou relativement directes. Donc, parfois, le plus simple, c'est de se retrousser les manches et de le faire à la main. Et pour ça, on va essayer de revenir à la définition d'une intégrale. Donc, une intégrale, quand vous êtes sur un intervalle AB, ça va correspondre à quoi? Alors, je vais prendre une fonction, par exemple, qui fait ça. Mon intégrale, quand je vais de A à B, ça va correspondre en fait à l'aire que vous allez avoir sous la courbe ici. Voilà. Et donc, votre intégrale, l'intégrale de ma fonction f de x, donc l'intégrale de A à B de f de x dx, ça va être égal à l'aire en bleu. Cette aire pouvant être positive ou négative, enfin il y a plein de trucs, si vous intégrez dans le mauvais sens, ça va devenir négatif, c'est moins l'aire. Mais on va essayer de construire quelque chose en se basant sur des briques de base, en raisonnant sur des trucs gentiment positifs au départ, et puis on va s'en rendre compte que ça va fonctionner correctement. Alors, d'un point de vue informatique, c'est extrêmement simple. Il s'agit juste de calculer une somme, et une somme, c'est ce qu'on a calculé dans le tout premier TP. Donc on fait une boucle, on ajoute les trucs au fur et à mesure, et à la fin, on renvoie un résultat. Donc d'un point de vue informatique, c'est simple. D'un point de vue mathématique, il va peut-être falloir essayer de démontrer que ça correspond effectivement à ça, mais c'est pas extrêmement compliqué sur le papier. Alors, la première méthode qu'on peut utiliser, c'est la méthode des rectangles. La méthode des rectangles, ça va être de dire, voilà, je vais découper mon intervalle en plusieurs valeurs différentes. Donc, je coupe, on va couper comme ça. Hop, ici, 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 là. Donc, je prends des intervalles, enfin de taille donnée. J'en prends n, ici n niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là j'ai n égale 7 pour ce petit exemple. Ce qui veut dire que j'ai 8 points. Hein, si je compte, ça fait, on va le mettre en noir comme ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et bien 8 points. Donc ça c'est toujours un truc, quand vous avez 7 clôtures, il vous faut 8 piquets, il vous faut un piquet de plus que de clôture, parce que pour une clôture vous avez besoin de 2 piquets, pour 2 clôtures vous avez besoin de 3 piquets, celui du milieu étant commun, pour 3 clôtures vous avez besoin de 4 exactement, donc il y a toujours un point de plus que d'intervalle. Ça c'est juste pour s'en souvenir, et l'idée sous-jacente va être de dire je vais prendre, je vais appuyer par exemple au niveau du point gauche ici, et je vais appuyer un rectangle dessus comme ça, et je vais avoir ce rectangle là. Ensuite ici je vais m'appuyer ici, je vais avoir ce rectangle là. Ensuite là je vais prendre celui-ci, je vais avoir ce rectangle là. Ensuite, ici, je prends celui-ci, etc. Vous comprenez à chaque fois le principe. Mais là, je prends la méthode des rectangles où je m'appuie à chaque fois à gauche. Et l'idée, c'est de se dire que cette intégrale, c'est à peu près l'aire de tous les rectangles. En se disant que si je prends des rectangles de taille de plus en plus petite, à un moment, ça va tomber sur, ça va tendre vers l'aire en bleu correspondant. C'est toute une théorie mathématique derrière. C'est pas elle qui va m'intéresser. Moi, je vais partir du principe que ça va bien se passer. On peut toujours construire des fonctions pour lesquelles ça va mal se passer pour cette méthode d'intégration. Mais pour l'ensemble des fonctions usuelles, normales, sympathiques, ça va quand même bien se passer. Et donc, on va dire que l'intégrale i, donc ce machin-là, on va l'appeler i,
I, ça va être à peu près égal à la somme des aires des rectangles, des aires AI correspondantes. Et pour calculer l'aire de chacun des rectangles, eh bien, c'est simplement base fois hauteur. Alors la base, en règle générale, le mathématicien va l'appeler H. Bizarre pour une base, mais bon, passons. Donc H, ça va être l'intervalle total, B-A, divisé par le nombre d'intervalles que je veux avoir. Et ça me donne la largeur d'un intervalle. Donc ça va être ce H. Et puis, j'ai les points XI. Donc là, par exemple, j'ai un point XI. Et la question, c'est de se dire, XI, il vaut quoi en fonction de H? XI, il vaut le point de départ plus I fois H, de sorte que X0, ce soit A, et Xn, ce soit B. Puisque si vous faites n fois B-A, n fois B-A sur n, ça vous donne B-A, donc A plus B moins A, ça fait B, et on retrouve, et vous avez bien n plus 1, pardon, vous avez bien n plus 1 point. Et sur ces n plus 1 point, à chaque fois, alors je vais prendre mon rectangle, je vais l'appuyer du côté gauche, donc à chaque fois je m'appuie à gauche, c'est-à-dire sur le xi, donc je vais prendre i qui varie de 0 jusqu'à n-1, j'ai bien n intervalles correspondants, et ces aires-là, elles s'écrivent, donc c'est la somme de i égale 0 à n-1 de la hauteur qui vaut f de xi multiplié par la base qui vaut h. Donc ça va s'écrire la somme sur i de i égale 0 à n-1 de f de a plus ih multiplié par h. Et voilà, c'est terminé. Donc mon algorithme ici, c'est calculer cette somme. Et calculer cette somme, ça va être juste une boucle for avec un accumulateur. Et dans l'accumulateur, je rajoute les choses au fur et à mesure. On va pas se compliquer la vie, on va tout de suite l'écrire. Donc, intégration triangle, intégration rectangle, pardon, intégration rectangle. J'ai besoin de quoi pour pouvoir le faire? J'ai besoin de la fonction f. J'ai besoin de l'intervalle AB et j'ai besoin du nombre d'intervalles que l'utilisateur veut et c'est lui qui va déterminer la précision avec laquelle je vais faire mon intégration. Je ne vais pas m'embêter à en mettre un par défaut, c'est à l'utilisateur de bien choisir son truc et puis de changer en fonction de s'il pense que ça va bien se passer ou pas. Au moment, moi je me contente de faire la somme. Et donc pour faire cette somme, on va commencer en disant mon estimation ou mon i, je pose i égale 0 au début, mon intégrale est nulle, l'intégrale de a, elle vaut 0. H, ça vaut b moins a divisé par n. Alors ne confondez pas avec la dichotomie qui était a plus b sur 2, à chaque fois on coupait en 2, là on coupe en n, mais là ce qui m'intéresse c'est l'intervalle correspondant, donc c'est b moins a pour avoir la largeur de l'intervalle, divisé par n pour avoir n intervalles égaux à l'intérieur. Alors sachant que ce choix d'intervalles égaux n'est pas forcément le meilleur que l'on puisse faire, parce que si vous avez une fonction qui varie très rapidement, il est peut-être intéressant d'avoir un pas adaptatif et qui diminue quand la fonction varie beaucoup, mais bon, on va pas en discuter pour le moment non plus. Et je démarre ma boucle, donc c'est pour i dans l'intervalle 0 n-1, donc range n, les valeurs de i c'est bien de 0 jusqu'à n exclu, donc jusqu'à n-1 inclus, et je vais dire que j'ai besoin que mon i ce soit la valeur d'avant de l'intégrale, plus la nouvelle aire du nouvel rectangle que je veux rajouter, c'est-à-dire f de a plus i fois h, et le tout fois h. Donc j'ai bien l'aire du rectangle supplémentaire, et quand je fais ça, on rajoute ça, à la fin, j'ai juste à renvoyer le i correspondant. J'ai fait mon boulot, j'ai calculé ma somme, c'est tout ce que je demande pour le moment.
Et là, vous voyez que j'ai calculé au vol chacun des points consécutifs. Alors, on peut aussi se dire, et vous trouverez ça dans les notes de cours, qu'on ajoute h à chaque fois à notre x, mais les deux méthodes, quand n est suffisamment grand, tendent gentiment vers la même chose. Alors, quelle est la complexité de ce truc-là? La complexité, alors de nouveau, il va falloir faire une hypothèse, c'est si l'appel à f est une opération élémentaire ou quasi élémentaire, c'est-à-dire que ça ne dépend pas de la taille de ce qu'on lui donne en entrée, alors on fait des calculs. Donc si vous voyez ici, on fait un calcul ici, une somme et une multiplication, un appel qui est élémentaire, une multiplication qui est élémentaire, une somme qui est encore élémentaire, une affectation qui est élémentaire. Bref, on fait qu'un nombre fini d'opérations élémentaires et surtout un nombre fixe d'opérations élémentaires. Ces opérations élémentaires, elles sont répétées n fois ici. Donc vous avez un truc qui est simplement en grand temps de n. Ça dépend pas de petit a, ça dépend pas de petit b, ça dépend juste du découpage. Plus vous voulez un découpage fin, plus vous allez devoir faire de calculs et pour obtenir quelque chose de précis. Après, ça se comprend relativement bien, mais vous avez quelque chose qui va être linéaire. Il n'y a pas moyen de faire mieux, il n'y a pas moyen de faire du logarithmique ici, sauf à intégrer, savoir déjà intégrer à la main et puis faire du coup le calcul. Mais si vous voulez intégrer numériquement sans savoir par avance comment va varier votre fonction, vous êtes obligé ici de faire au moins n opérations pour une précision avec un découpage en n intervalles. Donc ça c'est pour la complexité. Alors, très souvent, c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Vous voudriez bien que l'ordinateur il vous calcule tout de suite la bonne valeur de l'intégrale. C'est pas à vous de réfléchir pour savoir est-ce que j'ai le bon truc, à quelle précision j'ai le bon truc. Donc la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire sans connaître la valeur de l'intégrale pour réussir à obtenir la bonne valeur à un certain pourcentage près. L'idée, c'est de calculer l'intégrale avec n étapes, avec n intervalles, la calculer aussi avec 2 fois plus d'intervalles, et voir si le résultat a beaucoup bougé. Si le résultat a beaucoup bougé, c'est que vraisemblablement votre première intégration n'était pas bonne. Regardez ici, en fait, vous avez des zones, là pareil, vous avez des zones, là par exemple, où vous comptez les trucs par excès, mais vous avez aussi des zones ici, là, où vous comptez par défaut, donc la valeur de l'intégrale obtenue sera vraisemblablement pas la bonne. Il va falloir découper en beaucoup plus petit pour que vos rectangles suivent beaucoup mieux les variations de votre fonction et vous permettent d'obtenir un résultat qui est vraisemblablement meilleur. Mais vous ne savez pas quel est le résultat, donc il n'y a pas moyen de savoir si c'est meilleur ou pas. En revanche, si vous redécoupez votre système en prenant 2 fois plus de choses, donc si je prends ici et que je coupe à chaque fois au milieu comme ça, hop, donc au lieu d'en prendre 7, j'en prends 14, vous voyez que les rectangles, le premier c'est celui-là, ok, très bien, mais le deuxième il est là, donc là j'ai déjà gagné un petit bout que j'avais pas compté avec mon premier rectangle. Ensuite, le troisième, c'est le même. Tous les rectangles impairs, ça va être les mêmes qu'avant. Le quatrième, hop, j'ai un petit bout supplémentaire par rapport à là. Pareil pour la descente. Ici, j'ai la première partie ici, mais là, j'ai ce bout-là qui n'est pas compté alors que j'avais une estimation par excès ici de mon intégrale. Donc, il faut se dire qu'au fur et à mesure, en découpant plus finement, vous aurez une meilleure estimation de l'intégrale. Et nous, ce qu'on va dire, c'est qu'on va calculer à chaque fois n et 2n. Et puis, si l'écart est encore trop important par rapport à ce qui m'intéresse,
je passe à 2n, je fais entre 2n et 4n, 4n et 8n, etc. à chaque fois avec des puissances de 2. C'est une sorte de dichotomie et on pourra voir, on pourra essayer de déterminer en fait la complexité correspondante. Donc, essayons de voir cette manière de voir, donc implémentation à précision fixée. Donc, je vais utiliser mon truc d'avant. Puis on va essayer de faire ça de manière un tout petit peu réfléchie. Donc on va appeler ça rectangle précision. J'ai besoin de lui donner quoi? J'ai besoin de lui donner F, j'ai besoin de lui donner B, j'ai besoin de lui donner A, B, et je vais donner de nouveau un epsilon. Et je vais dire un epsilon. Et je vais dire que par défaut, ça va être 10-6, et donc je veux que l'écart entre la valeur que j'obtiens et la valeur a priori réelle, je ne pourrais pas la connaître, donc je vais pouvoir trouver des contre-exemples qui vont faire que ça ne marche pas, mais on va supposer que ça va marcher dans un premier temps. Donc entre la valeur qui m'intéresse et la valeur réelle, je veux que cet écart soit au maximum de 10-6. On pourrait faire un écart relatif, là je prends un écart absolu, l'idée va être exactement la même. Bon, alors, on va placer ça, on va avoir besoin d'un tout petit peu de place, voilà. Donc on va commencer avec une première estimation qui est pour la valeur avec n égale 1. Donc on va dire que là, mon I1 c'est intégration rectangle d'avant de la fonction f sur l'intervalle AB avec n qui vaut 1. J'ai le droit de lui donner directement 1 finalement pour le faire. Et puis après, bon, ensuite je vais regarder avec n égale 2 et je vais calculer aussi l'intégrale correspondante avec n égale 2. Dans le premier, ça va être, je vais supposer que ma fonction c'est une fonction constante. Approximation d'ordre 0. Ma fonction c'est une fonction constante et je prends à partir de point de départ ce que ça vaut. Donc là maintenant je regarde, dit que c'est pas une fonction constante, c'est une fonction à 2 étages, première valeur et puis ensuite une valeur à partir du milieu. Je croise les doigts pour que la valeur au milieu soit pas égale à la valeur à gauche parce que sinon ça me donnera plus de différence, mais bon, on va estimer que ça marche. Et on va dire maintenant tant que quoi? Tant que en valeur absolue, parce que finalement je ne sais pas qui va être le plus grand des deux, la différence entre I2 et I1 est supérieure à epsilon. Donc tant que je ne suis pas suffisamment proche, je vais continuer en disant mon nouveau I1 c'est l'ancien I2. J'ai déjà calculé avec la dernière valeur de n, et puis je dis que mon n ça devient 2n, hein, donc de 2 je passe à 4, de 4 à 8, de 8 à 16, etc. Et je recalcule mon I2. I2 qui fait intégration rectangle de f à b n. Tiens d'ailleurs ce serait plus joli de mettre un n ici. Voilà, parce que je l'ai déjà défini juste au-dessus, donc ça marche. Et là, je double le nombre d'intervalles et normalement, ça va se rapprocher de ma limite. Alors mathématiquement, on peut toujours trouver des fonctions telles que il y a des fluctuations un petit peu bizarres et qu'il y a une suite qui prend deux fois de suite la même valeur, mais qui va pas tendre vers cette valeur au final. Je suis d'accord, mais là, je fais un truc de base pour que la plupart du temps, donc il faut quand même que vous ayez une idée de si ça a de bonnes chances de marcher ou pas, mais ça vous automatise un petit peu le procédé par tâtonnement qui serait de déterminer la bonne valeur de n, plutôt que de dire allez je vais prendre n égale 1000 et puis je fais confiance à ce qui va se passer. Donc là, on a notre estimation,
puis maintenant qu'on est ça, quand on sera sorti de la boucle, ça veut dire que I2 est relativement proche de I1, et qu'est-ce qu'il me suffit de renvoyer comme valeur? Bah oui, il suffit de renvoyer I2, qui a priori est quand même le plus précis des deux, et si déjà je l'ai calculé, autant le renvoyer. Donc avec ça, posons-nous la question de la complexité. Posons-nous la question de la complexité. Alors, déjà, votre algorithme peut ne pas forcément converger s'il y a des trucs un petit peu, enfin encore, fonction mathématique un petit peu bizarre. Mais la question, c'est de poser combien de fois je fais un calcul de petits rectangles. Finalement, ça va être ça. Donc, si on s'arrête à n final, ça veut dire que si, pour avoir la bonne précision, il fallait en fait que je l'ai calculé nf. Ce qui veut dire que l'intégration qui est ici, celle-ci, fait un calcul de nf fois. Combien de fois j'ai fait de calcul en trop avant d'arriver à ce truc-là? Combien j'ai calculé de petits rectangles en trop? Donc ce nf, il est égal à 2 puissance kf finalement. Puisque j'ai fait un certain nombre de multiplications, j'ai fait kf multiplication par 2 lors de cette évolution. Réfléchissez un petit peu à savoir, est-ce que je vais avoir, je sais pas moi, nf carré calcul finalement, auquel cas ce sera pas très efficace. Est-ce que j'aurai 2 fois nf, 4 fois nf, nf factoriel, je sais pas moi. Est-ce qu'il y a un log qui va apparaître, puisque j'ai un 2 puissance k, pourquoi pas? À quoi ça va correspondre? Si je compte le nombre de calculs, le nombre de fois où il a fallu calculer l'intégrale, j'ai appelé mon intégration rectangle, qui est linéaire en la taille, à chaque fois k fois, puisque j'ai fait k multiplications par 2. Mais lors de ces k fois, c'est avec chaque fois avec un n qui était plus petit. Et lors de chaque appel, je fais à peu près n opérations. Un multiple qui est toujours le même de ces n opérations. Donc en fait, le nombre total d'opérations, ça va être la somme de k égale 0 à kf des n, indice k, que je prends à chaque fois. Donc ça va être au début j'ai 1, ensuite j'ai 2, plus 4, plus, etc. jusqu'à 2 puissance kf. Ah mais ça vous savez calculer. Ça c'est une somme d'une série, c'est une somme, c'est la somme d'une suite géométrique de raison 2. Donc ça va s'écrire 2 puissance kf plus 2. Non, 2 puissance kf plus 1. Kf plus 1. Moins 1 sur la raison moins 1. Ça tombe bien, donc c'est 2 puissance kf plus 1, moins 1. Allez, le moins 1, on va le négliger. J'ai à peu près 2 puissance kf plus 1. Donc finalement, c'est juste 2 fois nf. Donc pour avoir une bonne précision, il a fallu finalement que calculer 2 fois l'intégrale si vous l'aviez demandé directement avec le bon nombre d'intervalles qui vous donne une précision qui est à vos yeux suffisante. Donc avec ce petit algorithme qui va pas forcément tenir correctement la charge quand vous déplacez les choses et quand vous prenez des choses un petit peu compliquées, mais déjà juste avec ça, vous êtes capable de demander une précision sur le résultat, d'avoir une pseudo-certification que votre intégrale est bonne à epsilon près, et tout ça pour un prix finalement assez dérisoire, qui est le double du prix de si vous aviez calculé directement votre intégrale. Alors là, ça vient du fait que systématiquement,
j'ai demandé à multiplier par 2 ici, et j'ai pas fait n égale n plus 1. Si à chaque fois je rajoutais juste un intervalle, déjà j'aurais moins de chances que mon intégrale change beaucoup, et surtout ça convergerait a priori beaucoup moins vite, et donc c'est cette sorte de dichotomie interne qui me permet de faire que au final ma complexité est toujours linéaire en le nombre qu'il fallait pour avoir l'estimation qui m'intéressait, et finalement du coup c'est pas trop cher parce qu'il y a juste un facteur 2 entre l'obtention directe si j'avais de tête fait le calcul qui me donnait le bon n et l'estimation comme ça faite par l'ordinateur par calcul successif. Alors on va terminer ce chapitre par l'application à la méthode des trapèzes, histoire de voir qu'en fait on peut, pour pas plus cher, obtenir en fait une estimation qui va être bien plus précise finalement par la méthode de détermination des trapèzes. Vous pourrez réfléchir d'ailleurs à l'estimation au manque qu'on peut avoir entre la méthode des trapèzes et la méthode des rectangles dans certaines situations. Donc la méthode des trapèzes, c'est la même chose. On veut essayer de déterminer l'intégrale entre A et B. Donc on prend un truc qui se balade entre A et B et de nouveau une fonction qui est entre les deux. On va de nouveau découper en plusieurs intervalles. Alors, je vais ici le découper juste en 4 pour que ce soit plus rapide à dessiner. Et la méthode des trapèzes, c'est se dire plutôt que d'appuyer un rectangle à gauche, au passage on pourrait aussi l'applier à droite ou au milieu, mais ça il faut juste choisir correctement quand vous voulez le mettre en place. Donc plutôt que de l'appuyer à gauche, on va essayer d'approximer ce truc-là, l'air, par un trapèze. Alors un trapèze c'est quoi? C'est un machin qui a deux côtés qui sont parallèles. Donc les deux côtés en question, c'est les deux côtés qui sont les deux côtés verticaux. Et vous avez l'aire ici du trapèze correspondant. Pareil là, donc on va relier par un trait ces deux-là. Donc j'ai cette aire qui continue. Ensuite j'ai celle-ci. Et je termine avec celle-là. Donc on va dire que notre intégrale, donc toujours l'intégrale de AB de f de x dx, avec x qui est là, f de x comme ça, va être à peu près égale à l'aire des trapèzes, donc à la somme des aires des trapèzes. Il reste plus qu'à déterminer l'aire des trapèzes, et puis après, d'un point de vue informatique, ce sera toujours aussi simple, une simple boucle for pour faire la somme. Donc, du coup, l'aire d'un trapèze entre xi et xi plus 1, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on peut l'avoir, cette aire. Alors, deux manières, soit de vous découper ça en un rectangle et un triangle, et puis vous utilisez qu'un triangle, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Soit vous remarquez que si vous mettez ici au milieu, dans ce triangle-là, justement, vous pouvez, ce bout qui est ici, c'est exactement le bout qui manque de l'autre côté. Et donc finalement, on se retrouve avec l'aire d'un rectangle, mais un rectangle bien placé. Et si vous regardez la position qui est là, vous êtes en f de xi plus f de xi plus 1 divisé par 2. Puisque ici, vous êtes en f de xi, et ici, de l'autre côté, vous êtes en f de xi plus 1. Et pour avoir votre trapèze, pour avoir l'aire de votre triangle supérieur, il faut bien découper au milieu de ce triangle, c'est-à-dire à la moyenne entre les deux positions ici et là. Donc, on a notre aire de trapèze qui peut s'écrire f de
xi plus f de xi plus 1 divisé par 2 multiplié par la largeur du trapèze qui vaut toujours le h, où ce h là, bah, c'est toujours b moins a sur n, avec n le nombre d'intervalles que vous avez choisi de prendre. Bon, bah, une fois qu'on a ça, il ne reste plus qu'à écrire la somme et faire notre fonction, donc def intégration trapèze. Donc il me faut la fonction f, l'intervalle AB, et puis le nombre n qu'on veut utiliser pour pouvoir faire notre intégration, le nombre d'intervalles. Donc on commence par définir h qui vaut b moins a sur n. Alors notez que lors de cette définition, j'ai fait mon dessin avec a inférieur à b. Si jamais je prends b inférieur à a, je fais quand même l'intégrale de a à b, ça veut dire que mon h va être négatif. Donc ça veut dire que toutes mes r passent du positif au négatif. Ce qui est exactement ce que je veux quand on fait l'intégrale dans le mauvais sens, quand on va de b vers a, enfin de a vers b, mais avec a inférieur à b. Donc ça va nous donner un truc négatif, et donc finalement ça me donne quand même la bonne intégrale. Donc il n'y a surtout pas à se poser la question si b est supérieur à a ou pas. Vous y allez tranquillement, vous faites votre dessin comme si a est inférieur à b, vous raisonnez là-dessus de manière géométrique avec que des trucs positifs, et en fait votre fonction marchera quand même pour tous les cas. Bon, donc h c'est b moins a sur n. On a besoin de quoi? On a besoin de quoi d'autre? C'est tout finalement. Ah si, on a besoin quand même d'initialiser notre accumulateur i, et puis après on fait la boucle pour i petit i dans l'intervalle 0 n-1, donc j'en prends n. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de xi. Xi, on va le mettre comme ça, parce que je ne peux pas mettre des indices pour Python, il ne comprendrait pas. Donc xi, c'est a plus i fois h, juste l'écrire là. Et maintenant, je veux rajouter à i la valeur qu'il avait, donc lui rajouter, donc je prends la valeur qu'il avait avant, et je lui ajoute base, donc h, multiplié par la hauteur. La hauteur, c'est f de xi plus f de xi plus h, parce que je me suis décalé de h vers la droite, le tout divisé par 2. Alors attention à bien l'écrire sous forme compréhensible par Python. Et une fois qu'on a ça, à la fin, on renvoie i. Donc par rapport à l'intégration en rectangle, qu'est-ce qui change? Par rapport à l'intégration en rectangle, il y a ce terme-là. Ça veut dire qu'en fait, on appelle f une fois de plus. Donc à chaque tour de boucle, au lieu d'appeler une seule fois f qui était la valeur ici, je l'appelle deux fois. Puis je fais une somme et une division par 2. Donc finalement, je fais deux fois plus de calculs, au moins 2 fois plus de calculs. Mais juste 2 fois plus de calculs. Ça veut dire que la complexité, elle est toujours linéaire en n si l'appel à f est en grand taux de 1, c'est-à-dire il se fait à temps constant, il ne dépend pas de ce que je donne à l'intérieur. Ce qui ne sera pas le cas, par exemple, quand vous allez définir dans le TP9 des intégrales et puis des fonctions qui correspondent à des primitives, et après vous allez intégrer ces primitives, donc il y a 2 intégrales, et donc vous aurez finalement quelque chose en n carré, puisque l'appel à f va pas être gentiment à temps constant. Mais sinon, votre intégration trapèze, ça coûte pas plus cher que l'intégration rectangle. La seule différence, c'est qu'il faut que votre fonction soit définie à la fois à la gauche et à la droite de chacun des petits intervalles, notamment l'intégration rectangle marchait de A à B si f de b était non définie, puisqu'à chaque fois on se décalait un tout petit peu à gauche. En revanche, l'intégration trapèze ne fonctionnera pas. Après, on peut faire pareil pour la précision. Donc, dans le truc qui est ici, vous avez juste à changer rect ici en trapèze, donc trap. Et puis, au lieu de faire des intégrations rectangles, vous faites des intégrations trapèzes ici, ici
et ici. Et vous avez exactement la même chose qui vous permet, le même algorithme qui vous permet d'avoir une estimation. En fait, ça marche pour n'importe quelle estimation d'intégrale, en espérant que ça finisse par converger quand on augmente le nombre n. Voilà donc pour ces histoires d'intégration numérique. Donc pour la prochaine fois, il faudra à la question de cours être capable de redonner faire un petit dessin comme ça, comme celui-ci ou comme celui-ci pour faire les rectangles, pour expliquer le principe, avoir l'idée du principe sous forme de somme, et ensuite être capable d'écrire rapidement ces 6 ou 7 lignes de code qui vous permettent simplement de calculer la somme qui correspond aux aires. Normalement, c'est pas très compliqué, mais il faut juste vous entraîner pour le faire, et comme ça, vous serez tranquille.